Bienvenue dans Sex, Love Co, le podcast qui te dévoile tout sur l'intimité amoureuse et érotique. Ici, on brise les tabous pour t'accompagner vers une sexualité épanouie et des relations amoureuses éblouissantes. Envie d'enrichir ta vie intime, renforcer ta complicité ou dépasser les blocages liés à ta sexualité? Tu es au bon endroit. Je suis Gwenaëlle Derost, sexothérapeute, et à chaque épisode, je te partage mon expertise, des témoignages inspirants et des outils concrets pour transformer ta vie intime. On parle de tout ce dont on ose discuter: sexualité, amour, plaisir, désir, érotisme. Ensemble, nous allons lever les tabous pour t'aider à faire briller ta vie intime et amoureuse. Alors, prêt ou prête pour ce voyage intime ? Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on va aller prendre le temps de parler de la relation de couple amoureuse. Et si tu es célibataire, eh bien prends le temps vraiment d'écouter cet épisode parce que je pense que ça pourrait te lever plein de tabous sur une notion qui est le conflit dans les relations. Parce que très certainement, comme on a peur de rentrer en conflit avec son ou sa partenaire, on se dit que parfois il vaut mieux rester seul. Et là justement, on va aller toucher un point important parce que je vais te dire que selon moi, les conflits sont des éléments essentiels, bien que ce soit hyper inconfortable pour renforcer ta relation de couple. Et tu as bien entendu, oui, les conflits. Bien entendu, je vais peser le pour et le contre sur certains types de conflits, parce qu'il y a des conflits très malmenants lorsqu'il y a de la violence conjugale, que ce soit physique ou verbale, qui est justement de s'imposer dans une autorité dominatrice qui ne permet pas à l'autre justement de pouvoir être entendu et de se sentir totalement diminué face à cette forme de violence. Là, je parle des conflits plutôt du quotidien qui vont amener à justement se sentir en désaccord, certes, et qui peuvent conduire à ce sentiment, on est trop différents, donc en vérité, possiblement ça veut dire qu'on n'est pas compatible. Et moi, je parle plutôt de ce genre de conflit. Quand il y a violence verbale et physique de la part de son ou sa partenaire dans la relation, en général, il est temps de fuir la relation parce que ça veut dire qu'il n'y a pas et absolument pas de sécurité fondatrice qui est je peux me sentir totalement en sécurité avec toi même quand on est en conflit. Et ça, c'est pas du tout ok. Là, ça va être plutôt du coup ces conflits du quotidien qui se génèrent, ces incompréhensions qui vont amener cette sensation d'éloignement, de frustration dans la relation parce qu'on n'arrive pas à naviguer dedans. Et qui va à la longue, comme je te l'ai dit, te donner cette sensation d'incompatibilité dans la relation. Mais en vérité, si on commence à décortiquer juste ce préambule sur pourquoi le conflit, c'est réparateur pour le couple, c'est parce que c'est ta relation, toi, avec le conflit. La dispute, qu'est-ce que ça éveille et réveille en toi ? Et qui fait que quand on va la vivre avec l'autre, ça va nous amener à des moments forts de notre vie, potentiellement l'enfance et l'adolescence, où on a vu des situations conflictuelles, très malmenées, et qui nous amènent à de vieux ressentiments au sujet du conflit. On n'a pas appris à naviguer à travers le conflit, et comment, lorsqu'on apprend justement à voguer dans ces flots, le conflit est un élément justement où le couple peut se renforcer, et qui va amener tellement d'harmonie, de complicité dans la relation quand il y a réparation, quand on vit un conflit, et après le conflit, qui va faire évoluer la relation de couple de malade. Et c'est moi sur ça que j'avais envie de t'amener, de parler avec toi aujourd'hui, et de comprendre justement pourquoi il y a conflit. Et qu'est-ce qui fait que le conflit soit perdure, ou on va le mettre et on va le jeter un peu sous le tapis, puis boum, on va retrébucher sur ce petit tamas qui est sous le tapis et que le conflit va revenir, c'est parce que justement, on va le négliger, le message derrière le conflit, et on va se dire on va laisser le temps passer, et où on va faire semblant que ça n'existe pas ou rejeter la faute sur l'autre pour ne pas voir une vérité d'un besoin qui n'a pas été entendu ou exprimé de la part de son ou sa partenaire ou de soi-même à son ou sa partenaire. Et pourquoi il est important d'amener ce sujet ? C'est comme je te l'ai dit, c'est parce que c'est une clé essentielle, le conflit, pour pouvoir évoluer dans la relation, évoluer avec soi-même, à travers l'autre, à travers le conflit, et que ça peut être qu'un vecteur d'épanouissement.
Et moi, j'en vois dans mon cabinet des couples où, lorsqu'ils viennent me voir, ils viennent avec une problématique, souvent liée à l'intimité sexuelle, puisque c'est mon job, je dirais c'est mon titre phare, sexothérapeute, et que lorsqu'ils viennent, eh ben, ils vont m'exposer leur problématique, ils vont la polir, ils vont rester bien surtout bon rapport. Puis quand on commence à avoir des séances et des séances, on va soulever des problématiques qui sont en général, parce que là, lorsqu'il y a éloignement d'intimité physique, sexuelle, c'est parce qu'il y a une non-compréhension des besoins et des attentes de l'un et de l'autre dans l'intimité avant tout émotionnelle et bien entendu aussi sexuelle et physique, donc ce qu'on appelle les langages de l'amour et les langages érotiques. Et là, ça va être hyper important de voir comment, en fait, lorsqu'on va amener un sujet qu'on a essayé de cacher sous le tapis, de peur de la réaction de l'autre, ou de peur du rejet, ou de peur que l'autre ne m'aime pas si moi j'exprime un besoin, et d'être accepté aussi dans mon besoin, du coup, eh bien, quand il va le pop-up, boum, ça va ressortir la réaction de l'autre. Comment elle va s'afficher devant, bien là, moi, la thérapeute, donc devant une tierce personne. En général, au départ, on va polir son comportement. On va mettre un masque social pour bien donner de l'apparence de bien réagir. Mais à un moment donné, à force de se connaître, puisque se tisse un lien aussi avec son ou sa thérapeute, eh bien, on va faire surgir son état naturel, caractériel, personnel, individuel, qui est essentiel. La manière dont la personne va réceptionner le message de l'autre dans son besoin, dans son attente à vivre ou à être dans la relation, eh bien, comment l'autre va recevoir ce message va souvent émaner une réaction émotionnelle. Cette réaction émotionnelle va se transpirer dans le corps, puisque en général, il y a le corps qui va soit bouillir et réagir avec désinvolture ou se renfermer comme si c'était un volcan implosif et qui se tait et qui boum, d'un coup on est devant un mur. Du coup, l'autre est perdu, se sent mal d'avoir exprimé quelque chose qui semble juste pour lui par rapport à, ou pour elle par rapport à des situations vécues ou des besoins à entendre dans ce langage de l'amour ou dans ce langage érotique, mais que là, bam, s'il voit l'autre se fermer, se dit ouf, mince, j'ai dû blesser l'autre, j'ai rendu une situation inconfortable, je suis donc, c'est pas justifié ou pas légitime mon besoin, et tous les discours qu'on peut se donner à l'intérieur de soi, en lien avec justement un truc qu'on va parler juste après. Donc garde bien ce truc-là justement où on va ravaler un peu son besoin pour plaire, entre guillemets, non pas entre guillemets, plaire à l'autre, se polisser devant l'autre. Mais ce qui est chouette, c'est de le voir, nous, en tant que thérapeute. Ah, il y a une réaction, du coup l'autre, soit il va être aussi explosif, soit il va aussi se fermer dans son besoin. Parce que dans deux typologies de disputes qu'on pourrait avoir, j'enlève bien entendu du coup les violences conjugales, c'est soit on va être dans un comportement implosif, donc c'est-à-dire l'autre a exprimé le besoin, l'autre se ferme, donc l'autre va se fermer aussi, ou avec des comportements passifs-agressifs, ou parce que tu as exprimé un besoin, que moi je l'ai pris comme une attaque, je vais te réattaquer sur un autre sujet, que du coup l'autre va vouloir rebondir sur ce sujet où ils se sont attaqués, et en fait on perd le fil conducteur de la base de l'information qui avait été envoyée, donc le début de la communication, et qui va déclencher du coup ce fameux conflit, cette fameuse dispute, parce qu'en fait, chacun reste cantonné dans ses positions, chacun voit midi à 14h ou se voit dans son propre jardin et ne va pas aller regarder le jardin de l'autre. Bref, on va vraiment amener justement une perdition de l'information initiale et tourner un disque. Bref, on est dans un disque répétitif et qui est absolument pas constructif, tout simplement. Donc là, c'est la forme de typologie de comportement. C'est soit il y en a un qui va se taire face aux besoins de l'autre et l'autre soit se tait ou il va être explosif, ou eh bien tous les deux vont être explosifs. Et c'est donc une infinie de disputes sans avoir trouvé de terrain d'entente ensemble. Et du coup, ça va générer des frustrations dans la relation, le sentiment de ne pas être compris, l'envie de tout balancer cette relation en disant « mais punaise, elle n'a pas de sens, cette relation, mais pourtant je l'aime, mais ça n'a pas de sens. À un moment, il faut arrêter de se disputer comme ça. » Et conduire jusqu'à la rupture. Alors que si en fait on apprenait à naviguer dans ce que l'information de la dispute offre, eh bien, on pourrait renforcer la relation de couple. Et souvent, les causes des disputes, eh bien, elles sont dues, comme je l'expliquais, à une récurrence de frustration
dû à ces besoins non validés par l'autre, non entendus. Et que du coup, eh bien, vu qu'on a ce sentiment que nos besoins ne peuvent pas être entendus, eh ben, on a l'impression que ça va nous ramener à des espaces antérieurs, donc des interprétations, des espaces antérieurs qui est souvent le vécu passé, l'enfance, l'adolescence, et ce vécu passé, donc ces blessures emmagasinées émotionnellement dans le passé, vont conduire à une interprétation, une projection ou un transfert dans le présent, dans le conflit que je vis avec l'autre. D'ailleurs, c'est pour ces raisons qu'on a des attentes et des besoins différents dans la relation, parce qu'on a eu un vécu différent. Mais que comme nous sommes des êtres humains qui ne regardons pas plus loin que le bout de son nez, mais c'est pas un jugement en soi, mais un constat, c'est-à-dire qu'en fait, on va sentir que ce que moi je vis, l'autre le vit. Ce que moi je ressens, l'autre le ressent. Le besoin que moi j'ai envie, l'autre doit l'avoir. Mais ça, en fait, en vérité, c'est hyper personnel. C'est hyper individuel. Personnel dans le sens, en fonction de ton expérience et de ton background, donc de ton passif, mais aussi individuel parce qu'en tant qu'être humain, on a tous des rêves différents, on a du dynamisme différent, donc c'est totalement personnel et individuel. Et on en oublie en fait que l'autre n'est pas moi. L'autre n'a pas vécu mon passé et l'autre a peut-être rencontré ou pas vécu des expériences que moi j'ai vécues. Donc il ne peut pas comprendre ce que moi je suis en train d'exprimer. Et donc tout l'objet en vérité de ce travail dans le couple, c'est de se mettre à la place et au regard de l'autre, c'est-à-dire de s'offrir une nouvelle grille de lecture que sa propre grille de lecture. Et c'est un travail titanesque, c'est-à-dire c'est comment je peux me décentrer quand on est dans une relation, communication qui peut amener au conflit, de me décentrer moi personnellement sur ce que la personne est en train de me dire et de comprendre son message et de ne pas le prendre du coup personnellement. Ce qui est hyper complexe, hein. Ce qui est hyper complexe parce qu'on va avoir tendance, parce qu'il y a le jeu de l'amour, il y a le jeu de ce qu'on appelle des styles d'attachement, c'est là où on va en venir en second point, et c'est le fameux truc que je te disais au départ, c'est qu'en fait, quand l'autre va s'exprimer devant soi, on va le filtrer avec ce qu'on a vécu dans les premiers liens affectifs, qui a laissé une empreinte dans notre cerveau sur comment entretenir ces liens. C'est-à-dire que si on avait des parents qui n'écoutaient pas nos besoins ou qui faisaient passer leurs besoins avant nous, on va avoir tendance soit à atténuer ses propres besoins et à les dissimuler pour faire plaisir à l'autre, ce qu'on appelle le people pleaser. C'est un mécanisme de survie du système nerveux, ou soit au contraire être dans une exigence que l'autre, toi parce que tu m'aimes, tu dois répondre à mes besoins. Parce qu'on a eu ce sentiment d'abandon, de rejet enfant. Et la construction de ces liens affectifs dus à notre passé vont conduire à ce qu'on appelle des styles d'attachement. Alors, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais si tu n'en as pas entendu parler, vraiment va faire des recherches dessus parce que ça peut te donner tellement de clarté sur ta manière de te comporter ou de réagir face à l'autre dans la construction du lien affectif. Que ce soit en amour, en amitié, en famille, parce que c'est là où ça s'est construit, mais aussi professionnellement et socialement. C'est hyper capital de le savoir. C'est vraiment une grande avancée depuis les années 60 sur la construction du lien affectif que de savoir les styles d'attachement. Moi, je vais te les dire brièvement. Je vais faire très prochainement plusieurs podcasts dessus parce que c'est sur ça aussi que je travaille avec mes couples, sur les styles d'attachement. J'ai eu la chance de pouvoir de temps à autre être supervisée par Gwenaëlle Perciot qui a écrit des bouquins sur les styles d'attachement et qui a fait des vidéos aussi sur YouTube. Donc vraiment, je te conseille d'aller les regarder. Et donc, ces styles d'attachement, ça va être 4 grands types. On va voir le sécure, donc l'enfant qui a été vraiment bien sécurisé dans ses relations, qui fait qu'un adulte qui sait s'exprimer dans ses besoins, ses envies et ses limites, et qui sait aussi entendre ceux des autres. Il y a 2 autres formes de style d'attachement qu'on appelle aussi de sécurisation, c'est-à-dire qu'en n'ayant pas le choix enfant, on a adopté ce mode de sécurisation pour être sûr que ce soit écologiquement durable dans la création du lien. Ça ne veut pas dire qu'il est sain, mais c'est une forme de sécurisation. Donc c'est pas un lien sécure, mais 2 formes de sécurisation, qui est le style d'attachement évitant, ce que moi j'appelle le taiseux, l'implosif, et l'anxieux ambivalent que j'appelle moi l'explosif.
Moi, je vois ça comme deux volcans. Il y a l'implosif et l'explosif. Ça veut dire que pour un, en fait, il va contenir les informations, donc le taiseux, ça va bouillonner, parce que c'est tous les deux formes d'anxiété, sauf que c'est un anxieux taiseux qui bouillonne et qui doit dire de toute façon, il faut qu'il trouve la solution de par lui-même, puisque c'est tout ce qu'il a et dans laquelle il a évolué tout petit, puisqu'il devait taire ses besoins pour satisfaire ceux des autres, qui est en général l'adulte, le parent, et il va contenir, donc il va apprendre à se fermer, à apprendre à vraiment être totalement hermétique émotionnellement, puisque il a compris que c'était pas ok de ressentir, qu'il était rejeté lui dans sa forme d'émotion, donc il va rejeter aussi le monde extérieur, puisque lui s'est senti rejeté. L'explosif, que j'appelle du coup celui qui déborde d'émotions, parce qu'il sait pas quoi faire, d'un coup ça fait un geyser d'émotions, c'est comme si ça sortait de son contenant du corps, et qu'il sait pas quoi faire, donc c'est tellement aussi douloureux pour lui que du coup, il a besoin de déverser à l'autre, il a besoin que l'autre apporte la réponse, parce que c'est tellement douloureux, donc il faut trouver la réponse là maintenant, donc c'est un anxieux explosif, et que au lieu d'aller chercher à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, eh bien, il va reporter la faute, entre guillemets, sur l'autre, de c'est toi qui me fais du mal, donc c'est avec toi qu'on a trouvé la réponse, c'est de ta faute. Donc, je ne sais pas si tu reconnais un petit peu dans ces genres de profils, en clair, c'est de l'anxiété, extravertie ou introvertie, mais en tout cas, dans les deux cas, pour moi, c'est deux formes d'évitement sur l'entente du réel besoin. Mais ça, je vous expliquerai vraiment dans une autre vidéo. Et puis, on a le quatrième style d'attachement qu'on appelle le chaotique. Dans le sens où, en fait, il a vécu tellement dans une ambiance traumatique depuis l'enfance. C'est qu'un coup, ça passait justement dans cet évitement émotionnel, c'est-à-dire que l'ignorance des parents, à une violence excessive, non mais mon chéri, tout va bien, c'est-à-dire que avoir ce côté où la main qui te caresse et la main qui te gifle, en clair, que en fait la sécurisation émotionnelle, elle était impossible. Il pouvait pas choisir l'évitement, juste l'évitement, le taiseux, ou être dans l'explosif. C'est impossible, pardon. Il est dans les deux. Parce qu'il a appris à se moduler. Et ça va s'amener forcément adulte. Et ce genre de comportement, ce style d'attachement, ce comportement séquentiel, je sais pas si ça veut dire, ces séquelles du passé, elles vont s'amener dans ton présent, dans la relation de couple. C'est vraiment le facteur inconscient premier dans les relations. C'est-à-dire que si j'exprime, moi, là maintenant, un besoin dans ma relation et que l'autre, il a appris qu'il n'était jamais assez, que c'était pas bien, que c'était pas comme ça qu'il devait faire, donc des reproches, il va se fermer. Mais je vous ferai un autre podcast sur ça pour vous expliquer mon profil. Mais moi, ça va être tout de suite, je suis pas assez, dada, donc du coup, je vais vouloir me justifier et je vais reporter la faute sur l'autre. Et ça, j'en ai pris conscience. Donc ça se travaille. Et c'est en ça, en fait, que soit la relation de couple va capoter, soit la relation de couple, elle va se renforcer quand on prend conscience de ces styles d'attachement. C'est pas non plus des étiquettes qu'il faut se coller au front en disant « Ah bah oui, tu sais, moi je suis un implosif, donc c'est pour ça. Et moi je suis une explosive, donc c'est pour ça. » Non, en fait, en vérité, on a le potentiel d'être dans chacun, mais on a plutôt une plus grande stratégie que l'autre et que c'est guérissable, dans le sens c'est réversible, on peut apprendre à être des sécures. Parce que les voies de sécurisation, qui soient l'implosif ou l'explosif, et la voie de non-sécurisation qui est le chaotique, peut s'amener quand on apprend, et c'est là où je vais vous donner des astuces, communiquer ses besoins, on devient des êtres humains sécures. Et quand on apprend à écouter activement par une langue passive son ou sa partenaire ou les autres dans le lien social, on devient une personne sécure. Parce qu'en fait, on comprend que oui, il y a le jeu des projections, oui, il y a le jeu des transferts, mais on reste ancré, on reste présent sur ce qui se passe là maintenant chez l'autre, quand il exprime quelque chose ou quand moi j'exprime quelque chose, si je me dis que c'est moi qui ai envie d'exprimer un besoin, et on reste ancré et présent sur ce qui se passe là à l'intérieur sur le moment présent. Et possiblement, si on fait un beau travail en plus à l'intérieur, on peut y voir les blessures émotionnelles du passé. Et c'est en là que ça devient un vivier riche dans le couple. C'est-à-dire que quand l'autre m'exprime quelque chose, comment je peux rester centré sur l'information qu'il est en train de me donner ou elle est en train de me donner, et en plus, comprendre potentiellement l'impact que ça me donne. Comment je peux être à l'écoute pour l'autre, totalement, et dire « Waouh, j'entends ton besoin, j'avais pas vu ça.
J'avais pas vu ta perspective non plus. Et en même temps, waouh, ça me fait un couac à l'intérieur de moi. Je sens que ça me bouscule. Mais d'abord, je vais comprendre vraiment ton information. Vous voyez, c'est la communication. Ce qu'on appelle la communication non violente. Donc c'est là où, dans cette partie, je vais te donner des astuces. C'est que pour que le couple répare dans le conflit, c'est-à-dire que ça devient constructif, il faut forcément un terrain propice à l'écoute et à l'expression de ce qui se passe réellement en soi. Et le travail au préalable, c'est déjà d'aller prendre conscience de ce qui se passe en soi. C'est compliqué, surtout quand parfois on est piqué à vif. Et c'est ok. C'est-à-dire que si on a cette capacité à faire le travail au préalable, dire « Oh, il y a une situation qui m'a chiffonné avec mon chéri ou ma chérie », il peut y avoir des situations où l'un et l'autre nous ont piqué par une réflexion, par un comportement ou une absence de comportement ou de présence, et que du coup, c'est lourd à l'intérieur de soi. On va d'abord aller comprendre profondément, donc c'est-à-dire, tiens, bing, en étant présent dans mon corps, qu'est-ce que ça a provoqué en moi ? Ah, j'ai eu le sentiment de ne pas être vu et entendu par lui ou elle. Ou j'ai le sentiment qu'en fait, il s'en fout de que c'est important pour moi. Ok, c'est validant et validé, mais non, à quel aspect de moi ça me ramène ? Le sentiment de ne pas être assez, de ne pas être assez intéressant ou d'être trop, ou d'être transparent, d'être rejeté, abandonné. Donc vraiment des grosses blessures. Et de pouvoir du coup exprimer à son ou sa partenaire et ça, il me semble que je l'ai expliqué lors d'une vidéo YouTube sur comment amener de la présence dans la relation pour qu'elle soit encore plus fonctionnelle, c'est de pouvoir déjà vérifier quand on veut exprimer à son ou sa partenaire une situation qui nous a agacé, angoissé, rendu anxieux, de pouvoir dire voilà, est-ce que tu es disponible pour qu'on puisse parler d'une situation ? Pourquoi ? Parce que vérifier la disponibilité de son ou sa partenaire permet d'avoir sa réelle présence et de t'assurer que ton message va être entendu. En clair, ça veut dire oui, je suis disponible, donc là, je suis à 100% avec toi. Pas de distraction. Et donc du coup, là, on va pouvoir amener une bulle d'intimité du couple où on va pouvoir amener le sujet qui nous a chiffonné, angoissé, perturbé, inquiété, et de pouvoir du coup passer par le je, le ressenti, pas le tu. Tu as fait ça ce jour-là et du coup ça m'a provoqué ça. Non, c'est dans le je ressens. J'ai ressenti lors de cette situation, je ne sais pas si tu te rappelles, parce que on parle d'une situation que peut-être que l'autre a digérée. Il s'en souvient même pas, il savait même pas que ça allait amener cet impact. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que ça nous a aussi chiffonné, c'est qu'il n'y a pas une prise de conscience. Mais normal, on n'a pas la même, rappelez-vous, manière de vivre les situations en fonction de nos propres expériences passées. Donc ça va être intéressant de dire, tu te souviens quand il s'est passé ça et ça, je l'ai vécu comme ça. Moi, je l'ai vécu comme ça. Du coup, je voulais te le partager parce que ça m'a chiffonné, ça m'a rendu triste, ou ça m'a rendu inquiète, peu importe, mais de pouvoir donner le droit d'être entendu dans son émotion, de ce que ça a provoqué. Et de pouvoir, si on a pu avoir cette extension, par justement ce travail en amont, de dire ça m'a ramené dans cette blessure, dans l'enfance. Ça m'a ramené dans un moment où en fait j'avais l'impression que moi je méritais pas d'être écoutée, ou je méritais pas d'être vue, ou que moi mes besoins ils n'avaient pas le droit d'être entendus. Donc en clair, se donner le droit de faire du lien avec une situation présente qui a ramené potentiellement à une blessure du passé, parce que du coup l'autre, en face de soi, son ou sa partenaire, en écoutant ce qui s'est passé clairement, sans sentir que c'est un reproche, une réprimande directe, active, mais plutôt que c'est un constat, quelque chose de passif et d'interprétation, il va dire, l'idée c'est pas de dire « Oh mais non mais c'est n'importe quoi ». Non, c'est dire « Oh waouh, je suis désolée de ce que tu as vécu, je savais pas que cette situation elle allait t'amener dans ça. Je suis désolée que tu aies vécu ça comme une situation perturbante, bouleversante ». Ça veut pas dire que on s'excuse de quelque chose inconscient pour soi. On est désolé que l'autre ait vécu cette situation. C'est complètement différent. Et du coup, l'autre va se sentir entendu. Ça n'empêche pas au partenaire qui va recevoir ce message de dire « Écoute, je suis vraiment désolée, c'était vraiment pas l'objectif pour moi et c'est involontaire de ma part que tu ressentes ça. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux là maintenant, dans ma capacité, dans ma disponibilité ?» Très sincèrement, potentiellement, les 3/4 du temps, ça va être juste de dire écoute, est-ce que la prochaine fois tu peux faire attention, ou moi je vais venir vers toi, parce que c'est la responsabilité aussi de l'autre, de pouvoir exprimer clairement son besoin. C'est-à-dire que l'autre, la personne devant soi, elle n'est pas censée avoir tous les signaux.
On est différents. Donc ça nous, quand on a un besoin, de vraiment exprimer clairement le besoin et en mettant parfois en action des petits décodeurs pour que l'autre puisse comprendre. Et donc de dire, bah, écoute, la prochaine fois quand cette situation arrivera, je te ferai peut-être un petit clin d'œil ou je te viendrai vers toi ou on en parlera après avec beaucoup plus de clarté si je revis cette situation. Ça peut être, parfois il faut du temps de réalisation. Et ça c'est beau en fait. C'est beau parce qu'en fait on construit une relation saine, durable, écologiquement durable parce que l'autre se sent entendu. Et en plus, il a eu un espace où il peut sentir qu'il peut être soutenu par l'autre. Important, être soutenu. Tout en mettant pour celui qui va vouloir soutenir, donner ses limites. Parce que parfois, il va dire, ben là, je suis désolée, je ne peux pas t'aider sur ce point-là. Est-ce que tu peux sentir que tu peux t'en sortir par toi-même? Ou est-ce que te demander à quelqu'un? Ou est-ce que je peux te donner une autre manière, un autre sens pour que tu puisses, toi, te sentir mieux? Parce qu'on a aussi nos limites dans ce qui est possible. Mais en général, ce que je vois dans les couples, c'est qu'il y a une très très grande volonté de s'élever quand il y a une discussion qui est plutôt calme, détendue, où on ne se sent pas attaqué. C'est ça la grande problématique, c'est que, comme je dis, le comportement passif-agressif, c'est parce qu'on se sent attaqué, jugé, et du coup, boum, là ça emmène une bombe ou à retardement en étant taiseux, ou une bombe explosive pendant le moment et qui peut durer en plus des jours. Quand on est dans une situation où là on vit directement le conflit, c'est-à-dire que l'autre nous a piqué, on a une réaction immédiate par rapport à ce qui vient de se passer. C'est là où c'est un peu plus compliqué. C'est de pouvoir se dire, il se passe quelque chose, là on est en train de vivre de l'énervement, de l'agacement vis-à-vis de l'un et de l'autre parce que potentiellement il vient m'attaquer sur mon terrain, donc moi je vais venir leur attaquer sur son terrain de différentes manières, en me taisant complètement ou en étant agressif, passivement ou activement. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir se dire waouh, on est en train de se faire enguirlander là. On est en train de créer une punaise de pelote de laine qui va faire qu'en fait on va rien résoudre. Donc en fait c'est de faire appel à son sécure intérieur. Parce qu'on l'a tous, même si on a des stratégies de sécurisation dans le style d'attachement, on a la présence de soi. On a l'observation de soi et on a la guérisseuse de soi à l'intérieur de soi. Donc ça demande la prise de conscience, de dire waouh, attends, stop là, tu vois, regarde, on va loin, on va trop loin et du coup, je pense que je m'échappe, je pense que j'entends pas ton message et je pense que tu n'entends pas mon message. Soit on se calme tous les deux et on essaie d'avoir une discussion là constructive, soit si c'est pas possible parce qu'on a une bombe à retardement ou une bombe explosive là à l'intérieur de soi, ce que je te propose de faire, c'est qu'on prenne le temps de se calmer et qu'on reprenne la discussion dans quelques heures si toi tu es ok, ou demain ou après-demain. On dit souvent qu'une colère, il faut 72 heures pour qu'elle soit décantée, digérée et je dirais surtout mise en lumière, prise de conscience pour pouvoir être complètement assimilée. Faire appel à son intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que n'oublions pas qu'on s'aime. Je suis peut-être en colère avec toi, mais je t'aime. Mais je ne comprends pas une situation, j'ai besoin d'avoir de la clarté. Soit on la trouve ensemble dans l'instant T si on a la disponibilité émotionnelle tous les deux et cognitive, parce que souvent c'est des énergies drainantes quand on est dans le conflit, ou soit viens, on prend le temps. On prend le temps de digérer ce qui se passe, réfléchir chacun de notre côté pour mieux revenir. Et là, le conflit devient intéressant, puisque effectivement, la relation conflictuelle nous fait prendre conscience qu'on est en train d'être dépassé par soi, lié par nos facteurs inconscients de blessures du passé et de style d'attachement qui est dû à ces blessures du passé, qui nous conduit justement à des réactions ou à un état passivité. Ça, c'est grandiose de pouvoir grandir dans ce terrain d'expérience dans le couple quand on comprend les facteurs inconscients relationnels qui sont sous-jacents. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que c'est sous-jacent. C'est pas en général le conflit en lui-même. C'est la répercussion que ça a due à des interprétations ou due à des récurrences répétitives de bouleversements dans les liens affectifs dans le passé. Et c'est chouette de pouvoir grandir dans ça, parce que on va apprendre, surtout pour quelqu'un qui a appris à faire taire ses besoins, à pouvoir s'exprimer dans ses besoins là où il n'a jamais eu le droit et l'occasion. Et c'est beau de pouvoir dire je peux être entendu dans mes besoins, on peut prendre note, et ça ne fait pas peur de s'exprimer. Je peux du coup me sécuriser dans l'être que je suis plus obligée de porter autant de masques sociaux. Et de même pour quelqu'un qui est explosif, c'est d'apprendre à s'écouter soi
pour vraiment aller en profondeur de ce qu'on ressent et de pouvoir dire « Oh, waouh, en vérité, c'est toutes ces blessures, cette peur d'abandon qui me prennent et qui me sautent à la gorge et qui fait que j'ai tellement peur que tu me quittes, que je veux qu'on trouve une solution là maintenant, là où je dois apprendre à m'apaiser, à relationner avec mes émotions pour mieux m'exprimer vis-à-vis de toi. » Et là, je peux vous assurer qu'on est dans un vraiment vivier incroyable à travers justement ce que les conflits peuvent amener, parce que ça va renforcer votre relation de couple en y amenant l'intelligence de l'amour relationnel qu'on veut donner dans sa relation et l'intelligence pour soi dans la manière dont on veut relationner là où il y a eu des espaces qui n'ont pas eu le droit d'exister. Et moi, je suis une fervente croyante que le couple est un réseau de cognitif et affectif réparateur de fou. Et en ça, j'ai confiance au couple et j'ai confiance du coup en toi si tu es en relation ou pas encore, d'avoir cette capacité d'aller jusqu'à être dans cette réparation autant avec l'autre qu'avec toi-même. Parce que si ça va avec l'autre, c'est parce que tu vas bien avec toi, sans te dissimuler, sans te cacher dans tes besoins, tes envies, tes limites. Et c'est ça qui est hyper, hyper chouette. Donc voilà pourquoi je voulais t'offrir cet épisode, de comprendre que oui, le conflit permet de renforcer la relation quand on prend le temps de décortiquer, de dénouer ce qui se passe et de ne pas prendre personnellement ce qui est en train de se passer. De prendre ce qu'on appelle la hauteur. Compliqué, ça demande des semaines d'expérience, des années, peut-être. Mais en tout cas, on est vers la voie. Et c'est ok s'il y a des loupés, c'est ok s'il y a des redémarrages, tant qu'on offre de la communication active dans notre relation non violente, dans notre relation et avec soi-même. Donc voilà pour cet épisode, j'étais hyper ravie de te le présenter. Je vais sûrement, de toute façon, c'est même sûr, décortiquer encore plus bien les facteurs inconscients du couple qui fait qu'on rentre en conflit, parce que tu vas voir que c'est hyper important de comprendre ces facteurs inconscients et faire des bis repetita, c'est-à-dire que je vais sûrement reprendre et encore des notions vues, parce que pour l'ancrer dans le système nerveux, pour comprendre que tu peux avoir foi et confiance sur les conflits quand tu amènes justement cette intelligence d'être humain qui veut partager avec un autre être humain de l'amour, qui veut partager du respect, de la considération, de l'authenticité, de la connexion, de la profondeur, et que pour amener justement ce qui crée ce qu'on appelle cette osmose relationnelle, ça demande forcément de passer par des choses où on va être en désaccord, parce que nous sommes deux êtres humains complètement différents, avec un passé différent et une identité différente. Voilà pour aujourd'hui, j'ai assez parlé. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me partager ce que tu ressens, où est-ce que tu en es toi dans ta relation de couple, ce que tu penses aussi des styles d'attachement. En tout cas, je serais ravie de te relire. N'hésite pas à me suivre sur ma page Instagram sublimation-Gwen, et aussi de pouvoir me retrouver et bien évidemment sur ma chaîne YouTube si tu ne regardes pas cette vidéo sur YouTube, mais plutôt sur la plateforme podcast Gwenaëlle de Rost. Et bien entendu, moi, je suis là pour t'offrir encore beaucoup plus d'astuces, donc n'hésite pas à me contacter, et en attendant, n'oublie pas de prendre soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des clés pour enrichir ta vie amoureuse et intime. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un avis et partage-le. Moi, je te retrouve mardi prochain pour une nouvelle dose d'amour, de complicité et de sensualité. Si tu veux dès maintenant retrouver d'autres astuces ou d'autres ressources, n'hésite pas à consulter ma page Insta, ma chaîne YouTube ou encore de découvrir ma page web sur Sublimation, l'école virtuelle de l'éveil tantrique et de l'intimité. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Sex, Love & Co.